L'invité est déjà en ligne. L'invité est déjà en ligne, on va le prendre. Bonjour, monsieur Kéamou Bogola, il est le coordinateur du FNDT. Bienvenue dans On n'est pas gelé. Bonjour. Voilà. Parlez pour la première question. Alors, monsieur Bogola Haba, vous avez vu le déroulement de l'actualité sur le plan africain, les menaces de la CEDEAO du côté du Niger. S'il devait y avoir intervention militaire au Niger, est-ce que vous ne craignez pas pour vos poulains d'ici le CNRD que la CEDEAO à un moment donné se retourne contre eux parce qu'on voit que le chronogramme n'est pas en train de progresser correctement et qu'il pourrait y avoir un glissement à la fin des 24 mois? Bon, je crois que nous sommes très sérieux en Guinée par rapport à la transition. Et rappelez-vous que ce n'est pas la première fois. Et la dernière fois que la CEDEAO a voulu nous montrer les muscles, et je crois que c'était en septembre, lorsqu'il y avait la réunion de l'Assemblée générale de la CEDEAO, où le Premier ministre a clairement posé les priorités qui devraient être celles de la CEDEAO, c'est-à-dire la sécurité, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, où la Guinée même a décidé de doubler son effectif en remplaçant l'effectif du Bénin. Et les uns et les autres n'ont pas compris. Et il n'y a même pas une semaine, la CEDEAO qui menaçait la Guinée s'est retrouvée avec un autre coup d'État au Burkina Faso. Et la dernière fois, ils se sont réunis à Bissau et puis au Nigeria pour se muscler contre la Guinée et les autres. Et voilà que l'autre talon vient de la Conakry. Évidemment, c'est le Niger qui l'appelle. Ce qui veut dire qu'en réalité, ils ont compris maintenant, et c'est preuve que le problème n'est pas guinéen, malien ni burkinabé, que le problème des coups d'État est vraiment un problème sérieux qu'il ne faut pas résoudre émotionnellement, mais plutôt de le voir comme une faiblesse de la démocratie issue de la conférence de Bâle. Il faut donc revoir plutôt pour redémocratiser l'Afrique en tenant compte de nos réalités. Donc vous voulez nous dire que la CEDEAO a plusieurs carottes aujourd'hui à cuire pour ne pas se préoccuper donc du cas guinéen? Je crois que la CEDEAO, il y a deux types de CEDEAO. Il y a la CEDEAO des peuples. Non, mais c'est vous qui le créez. Il n'y a qu'une seule CEDEAO. Oui, je dis bien. Peut-être que quand ça vous arrange, vous dites que c'est la CEDEAO, donc des chefs d'État. Quand il s'agit de mettre la pression sur les putschistes, les chefs de la junte, on parle de la CEDEAO, donc des chefs d'État. Mais quand il s'agit, par exemple, de faire appel aux institutions internationales pour obtenir donc des financements, on parle donc de la CEDEAO des peuples. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Voilà, donc la CEDEAO des peuples, comme vous le savez, c'est celle que nos aînés, nos pères ont créée et qui voudrait intégrer les populations pour s'intégrer économiquement et faire de notre sous-région un grand espace économique où il n'y a pas de barrière. Et cela a beaucoup marché parce que les gens étaient de bonne volonté. Mais maintenant, la CEDEAO des syndicats des chefs d'État, c'est ce que nous avons connu. C'est pas moi qui le dis. C'est d'ailleurs le général Lansana Conté Père son âme qui l'a dit lorsqu'il a parlé de cette CEDEAO des syndicats des chefs d'État. Et donc, vous avez actuellement, il se laisse faire. Et quand le président Alpha Condé était en train de tripatouiller la Constitution, les populations, les citoyens ont crié haut les mains, n'ont pas écouté. Lorsque les pays du Sahel ont crié depuis des années par rapport au terrorisme dans le Sahel, il n'y a pas eu de réaction jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, le peuple sénégalais a pleuré il y a quelques semaines, quelques mois, et maintenant il continue de crier. Au Niger, où nous parlons depuis combien d'années, Ama est à chose, en exil. D'ailleurs, une fois, il était en prison quand il y a eu les élections sur Bazoum, sur Youssoufou. Et maintenant, donc tout cela, c'est que les peuples ne sont pas écoutés et plutôt sont des groupes d'intérêt. Alors ce que nous leur disons, c'est plutôt, et vous avez suivi les parlements aussi qui sont plus proches des peuples, qui sont opposés à une intervention militaire. Vous avez suivi ça un peu du côté du Nigeria, où vous savez que tout le nord du Nigeria est couvert par le Niger, à partir et d'ailleurs ces peuples sont intégrés, ces peuples Haoussa, Fulfundé, tout ça,
Et donc, ils se sont opposés. Ils se disent qu'il y a d'autres priorités. Les questions d'électricité, pour lesquelles il y a eu des accords historiques entre le Nigeria et le Niger. Alors, c'est ça la CEDEAO des peuples. Alors, Bogola, il y a deux questions que je souhaiterais vous poser. C'est que vous avez parlé de CEDEAO, la CEDEAO des peuples. Vous avez parlé aussi du syndicat des chefs d'État au sein de la CEDEAO. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un autre syndicat qui est en train de se créer, un syndicat très dangereux que les gens appelleraient même diabolique. C'est le syndicat des putschistes qui se crée. Ça, quel est votre regard sur ce syndicat des putschistes? On l'a vu dans le cadre du Niger lorsque la CEDEAO a parlé d'éventuelles interventions militaires. On a vu tous ces putschistes-là se lever comme un seul être et faire des déclarations. Ça, c'est la première des choses. La deuxième question que je souhaiterais vous poser, c'est par rapport au rétablissement de la démocratie. Vous avez dit tantôt que la démocratie est en danger. Est-ce que vous pensez que ce sont ces putschistes, ces militaires qui du reste n'ont aucune formation requise pour diriger un État, qui peuvent rétablir la démocratie alors qu'ils ont pris le pouvoir en dehors de toutes les formes légales et admises en démocratie? Oui, je voulais d'abord faire une correction. Je crois qu'il ne faut pas aussi donner... il faut changer un peu. Les militaires, ce ne sont pas des rebelles, ni ce ne sont pas des terroristes comme nous l'avons connu. Vous savez, les dernières années, nous avons connu ce qu'on appelle les rébellions, où les gens sont levés pour... oui, maintenant il y a le terrorisme. Les militaires, ce sont des institutions républicaines. Et c'est là, c'est-à-dire ce sont des citoyens recrutés, formés, auxquels on a mis à leur disposition... Mais pour une mission déterminée. Non, excusez-moi, c'est extrêmement important que les gens le sachent. Ça fait partie d'ailleurs d'une conclusion dans ma tribune. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, pour que nous ayons des États, aujourd'hui, nous avons formé des armées républicaines. Et l'acquis le plus important d'ailleurs pour des pays comme la Guinée, qui ont eu leur indépendance réellement en 1958, parce que là, les autres pays de la zone UEMOA sont maintenant en train de chercher cette indépendance-là. Et l'un des acquis importants, c'est le fait que nous avons une armée qu'on a créée. Nous n'avons pas nous avons une armée forte, nous avons une monnaie, et nous n'avons pas de forces étrangères sur nos territoires. Tout ça sont des acquis depuis 1958 que les autres cherchent à avoir. Alors, donc, ça veut dire que l'armée, elle est extrêmement importante. Et l'une des erreurs que nous avons fait quand nous avons choisi la démocratie avec la question de à la conférence de Bâle, c'était celle de penser que les armées sont complètement indépendantes. Vous n'êtes pas en train de répondre aux questions. Je suis en train de parler... Non, vous esquivez. Les armées ont des rôles extrêmement importants qu'il faut... C'est pas ça la question, c'était pas ça. C'est qu'est-ce que vous pensez du syndicat des putschistes qui est en train d'être créé? Je reviens là-bas. Je veux dire que nous avons demandé à ce qu'on redémocratise l'Afrique. Ça veut dire, dans cette redémocratisation de l'Afrique, il y a des aspects qui ont été oubliés quand on a fait la conférence de Bâle. On a pensé qu'on a minimisé le rôle de l'armée dans la démocratie. Et si vous voyez l'ensemble des institutions, quand vous citez les institutions de la République, évidemment, l'armée n'est pas congérée. On les a dit, il faut qu'ils restent dans les casernes, ils sont neutres, ils ne peuvent pas, et ainsi de suite. Et tout ce que vous avez fait, on a décrit d'ailleurs, comme tu viens de dire, qu'ils n'ont pas de formation, alors que ce sont eux qui sont les plus patriotes, parce que non seulement ils sont formés pour gérer l'État, mais aussi ils s'y consacrent même, leur vie, il est consacré. Il n'y a pas quelqu'un plus républicain qu'un militaire dans un État. Mais ce rôle-là a été tellement... Mais ce n'est pas le cas de notre armée. On a connu combien de coups d'État? C'est ce que je demande. Il faut plutôt reconsidérer leur rôle et les donner un rôle dans la démocratie comme une institution de dernier recours. Tel que, par exemple, quel rôle, par exemple? Aujourd'hui, nous avons proposé, quand nous avons fait une proposition au DOR, c'est-à-dire au débat d'orientation constitutionnelle, qu'on crée un Conseil national de la sécurité nationale. Mais ça Conseil existe. supérieur de la sécurité. Mais ça existe. Non, un Conseil supérieur de la sécurité nationale qui serait composé du président de l'Assemblée, du chef d'état-major de l'armée, mais aussi du président de la Cour suprême. Et que
ceci serait le dernier recours si un civil aujourd'hui s'entête à agresser la démocratie comme nous l'avons connu avec Alpha Condé, et que ce sont ces trois qui décident immédiatement de le débarquer, et avec une réglementation bien déterminée, si c'est 3 mois de vacances de pouvoir ou 3 mois de transition, que cela soit déjà légiféré. C'est une proposition que nous avons faite pour la nouvelle constitution. Aujourd'hui, vous n'avez pas, il y a un gros vide là-bas. Et quand aujourd'hui on demande à ce que ce soit l'Assemblée, si Alpha Condé décide de faire un 3e mandat, est-ce que c'est l'Assemblée qui devait réagir? Est-ce que c'était la Cour suprême? On a dit oui, c'est la Cour constitutionnelle et autres, mais ils n'ont aucun moyen de pouvoir imposer à Alpha de décider. C'est l'armée qui est le dernier recours que tout le monde a fait appel. Monsieur Bogola, à vous entendre ce matin, on a comme l'impression que vous êtes en train de soutenir les coups d'État, les coups d'État en Guinée comme au Niger. Alors, le cas guinéen, entre guillemets, on pourrait certainement le comprendre. Le CNRD arrive au pouvoir à la suite de cette envie de continuer à la tête de l'État de M. Alpha Condé. Mais au Niger, est-ce que les arguments, ce coup d'État, il est justifiable en réalité? Il y a trois aspects extrêmement importants. Le Niger que je connais, parce que j'y ai aussi travaillé. Oui, à lesquels? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Oui, le Niger que je connais, parce que j'y ai aussi travaillé et je continue à avoir des connexions fortes dans ce pays. Le coup d'État est justifié par 3 éléments importants. Le premier élément, c'est la question sécuritaire du pays que tout le monde connaît. C'est-à-dire aujourd'hui, comme d'ailleurs le disait, le Niger est devenu la plaque tournante de toutes les armées du monde. Vous avez plus de 1000 soldats, américains, 1500 soldats français, des soldats allemands et de toutes sortes, vous le savez. Donc ça, mais malgré cela, ce sont des terroristes qui continuent de faire la loi. Alors ça étonne que vous avez une armée et vous avez toutes ces armées de l'Occident, plus également la CEDEAO aujourd'hui qui se dit être prêt à aller se battre contre une armée régulière, mais des terroristes sont en train de s'aimer la pagaille. Ça, c'est déjà un argument que les militaires ont posé qui est justifié par les faits. L'autre élément qu'il pose, c'est la question évidemment de l'élection même de Bazoum. Et vous vous rappelez que 2 jours avant son investiture, il y a eu une tentative de coup d'État. Et vous savez, pratiquement, ils ont voulu faire à la russe. Le président sondé John Dauphin, c'est-à-dire au moment où on organise des élections au minima pour juste montrer qu'il y a l'alternance, mais le parti au pouvoir a maintenu son système parce que vous savez, quand on parle d'alternance, si vous faites l'alternance que par la tête, mais le système reste, et pendant ce temps, vous continuez de garder votre principal opposant à l'étranger en exil, et vous pensez que vous avez fait l'alternance, ils ont failli tromper le peuple, mais évidemment, cette élection, tout le monde a crié, les Occidentaux, oui, c'est la meilleure alternance, mais en réalité, sur le terrain, tout le monde savait pertinemment que c'est une élection. Est-ce que ça, c'est pas un argument de faible? Parce que attention, cette élection et le coup d'État déjoué pendant l'investiture a été déjoué par c'est même Poutine aujourd'hui. Mais les problèmes citoyens, les problèmes cela n'a montré qu'il y avait des problèmes par rapport à la légitimité de la personne qui était élue. Ça, c'est clair, mais il ne faut pas omettre cela. Et alors, M. Bogola, d'accord, pour revenir rapidement. Et maintenant, le troisième, c'est le problème auquel nous sommes confrontés en Guinée aujourd'hui, l'enrichissement illicite et la corruption. Donc, depuis que le parti au pouvoir, ce parti-là est là, le problème interne qui est un problème réel que les Africains ne veulent pas voir en face, ce sont les civils. Depuis on a pris notre indépendance, évidemment, quand on arrive au pouvoir, c'est l'enrichissement illicite à outrance, ou c'est le népotisme familial, où on confie le pétrole à... Est-ce que ça a changé? Alors, ce sont ces questions, ces 3 éléments aujourd'hui qui justifient que, évidemment, les militaires qui sont plus proches des citoyens, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, M. Bogola, l'autre question, c'est de revenir au cas guinéen. Récemment, il y a eu ce qu'on appelle l'évaluation des ministres. Vous, quel crédit vous accordez à cette évaluation à partir du moment où l'évaluation du gouvernement, le peuple n'a pas été associé? Je vous corrige, il n'y a pas eu une évaluation des ministres, il y a eu une évaluation des ministères. Ça revient à la même chose. Qui sont à la tête des ministères. Qui sont à la tête des ministères. Puisque ce sont ces ministres-là qui étaient des répondants. Voilà. C'est eux qui sont allés même répondre.
Excusez-nous. Dans le système, oui, moi j'ai fait toute ma carrière dans le secteur privé. C'est un processus classique. Ce processus classique, elle se définit comment? Simplement, c'est-à-dire qu'en début d'année, vous devrez définir d'abord des objectifs globaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le roadmap. Vous avez un objectif global. Qu'est-ce que votre équipe, votre gouvernement ou votre entreprise veut atteindre comme objectif? Et ça, c'est un objectif global. Et cet objectif-là est splitté en des objectifs individuels ou d'abord collectifs, mais aussi des objectifs individuels. Alors, et donc, c'est ce que le gouvernement a fait. Ils se sont définis qu'est-ce qu'ils veulent faire en 2023. Et cet objectif a été donc divisé en des objectifs sectoriels répartis entre les ministères. Ma question, c'est que... Bogola, vous êtes en train de tourner au pot. N'excusez pas ma question, j'ai dit, le peuple n'a pas été associé à cette évaluation. Quel crédit vous accordez à cela? Vous voulez aller vous asseoir là-bas pour évaluer? Non, mais il y a le CNT. Il y a le CNT. Pourquoi le peuple est quand même représenté? C'est un processus administratif normal. Vous n'avez pas. C'est comme si aujourd'hui tu demandes à une société qui a choisi un directeur général et un conseil, un directeur général et une direction, de dire il faut que tous les actionnaires viennent s'asseoir au moment où on évalue les directeurs départementaux. Ça, c'est de ça. Non, mais on ne parle pas d'évaluation interne, on parle de l'évaluation du gouvernement. Non, c'est un processus administratif normal, qui doit exister, n'a pas besoin de ça. C'est un processus administratif, c'est-à-dire ces objectifs sont définis. Et chaque semaine, évidemment, il y a le conseil interministériel et le conseil ministériel pour permettre de faire un suivi régulier. Et après 6 mois, on fait une évaluation à mi-parcours et pour permettre de voir si les objectifs qu'on avait fixés sont smart, est-ce qu'ils ne sont corrects, est-ce que les moyens ont été mis à disposition, est-ce que certains ont des difficultés pour atteindre leurs objectifs et comment ajuster pour que nous ne soyons pas en fin d'année avec un objectif global non atteint. C'est un processus à encourager. D'accord. On va revenir sur... Par contre, il y a quelque chose d'important par rapport à cette évaluation. Oui. C'est que la perception de la population qui pense qu'elle doit aboutir immédiatement à des sanctions ou à des promotions. Oui, à ce niveau d'évaluation intermédiaire, plutôt ce sont des actions plans qui doivent mener. Si vous avez des ministères, par exemple, qui n'ont pas, qui sont au-dessus de la moyenne, qui sont pas, alors il faut les faire ce qu'on appelle un PIP. C'est-à-dire un PIP, c'est-à-dire Personal Improvement Plan, un plan d'amélioration clairement qui même s'ils ont signé des contrats de performance. Voilà, il faut un coaching, c'est-à-dire le ministre, est-ce qu'il n'a pas été capable de gérer, est-ce que les équipes, entre lui, le secrétaire général, son adjoint, son chef de cabinet, il n'y a pas de, entre lui et les directeurs, il n'y a pas de cohésion, vérifie, et puis on fait un plan d'action par rapport à cela. C'est quand maintenant, en fin d'année, ce plan n'est pas bon, qu'on peut le dégommer ou le remplacer, ou sauf s'il a un comportement anti qui ne vont pas avec le paquet. L'autre question qu'on va vous poser, M. Keyamou, c'est par rapport à la politique, la formation d'une nouvelle structure qui peut-être va voir le jour. Est-ce que vous êtes au courant de cette coalition déjà, mais est-ce que ce n'est pas une coalition qui est en train d'être mise en place pour contrecarrer un peu les forces vives telles que l'UFDG, les autres forces vives, telles que l'UFDG, le RPG, l'UFR, ou bien qui ne sont pas dans l'esprit quand même de la conduite de la transition? Quand vous avez 200 et quelques partis qui sont des partis individus et qui ne sont pas des institutions, vous aurez des milliers des coalitions qui vont se défaire parce que vous avez créé des petits chefs. Alors, ce que nous disons, nous avons fait la même proposition, nous avons fait une proposition aussi au Parlement, où nous avons demandé qu'on part rapidement avec 3 partis politiques, à défaut d'avoir 2, comme le général Lansana Conté avait voulu, et puis on va sortir de ce jeu et les gens vont créer des entreprises. Mais si vous laissez les uns et les autres se mettre à créer des centaines de paliers, même j'ai vu d'autocuristique, un François Fall aussi qui revient avec une nouvelle parapluie, comme si on n'a pas d'autre chose à faire. Alors donc je pense que c'est mieux d'aller vers la direction de 3 partis. Vous ne voulez pas que François Fall revienne avec son parapluie, un nouveau parti? Non, je dis que la multiplicité des partis n'est pas la solution. Nous avons dit que la solution de la Guinée aujourd'hui, c'est d'avoir 3 grands ensembles. Si déjà le regroupement qui est en train de faire va
peut aller vers une intégration qui peut donner à un très grand parti, ça serait vraiment l'idéal, parce que nous pensons que la solution se trouve dans 2, 3 grands partis qui vont supporter notre démocratie, où nous allons faire la démocratie interne au lieu d'avoir des chefs qui sont pratiquement candidats à vie, qui sont présidents de l'organisme à vie, par exemple. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous donner les prémices un peu de la formation de ces blocs des 3 grands partis? Parce que déjà, il y a une coalition qui est créée hier, on a vu à la tête, on ne sait pas si c'est lui le coordinateur général, et M. Lansana Kouyaté. Il y a l'autre bloc aujourd'hui qu'on appelle Force Vive de Guinée, et il y a les centristes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que c'est ce qui est en train de se matérialiser finalement sur le terrain? Ce serait notre souhait pour que nous trouvions 3 grands ensembles qui vont supporter notre démocratie, mais à condition que ça soit des ensembles soudés, c'est-à-dire qui sont vraiment des partis politiques où à l'intérieur on y crée la transparence, on y crée l'alternance, où il y a des primaires qui sont organisées, où ils sont financièrement, l'État même, ça ferait moins de problèmes pour leurs subventions, et puis on pourra lutter contre la fraude électorale, et vous verrez qu'on pourrait, les 3 partis-là pourront vraiment soutenir notre démocratie, que d'avoir des morceaux de partis qui servent d'ajustement de transhumance ou d'ajustement à la fraude par ceux qui gouvernent. Donc pour moi aujourd'hui, tout ça, ces jeux-là, c'est parce qu'il y a plus de 200 partis et que notre souhait serait qu'à la fin de cette transition, que nous puissions réduire, comme la population le demande, la réduction du nombre de partis au maximum à 3 partis pour que ça puisse être nous permettre d'avoir une vraie démocratie qui tient la route. Et il nous reste qu'à vous dire merci, M. Keyamou Bogola Abaye. Je vous rappelle qu'il est le coordinateur du FNDT, le Front National pour la Défense de la Transition. Merci à vous. Je vous remercie. Là, vous avez compris, M. Keyamou, vous avez vu, est-ce que avec la formation de ces alliances, est-ce que nous ne sommes pas en train de partir un peu vers ces 3 blocs qui est tant souhaité? Parce qu'il a toujours dit, et les gens, et certains politiques pensent que c'est normal de réduire les partis politiques. Bon, moi je ne dirais pas que nous sommes en train de partir dans cette dynamique, et dans la mesure où ces leaders politiques, on parlait tout à l'heure donc des questions d'ego, est-ce qu'ils vont accepter de rester donc c'est-à-dire si Fayaba accepter, il faut parler dans le micro. Est-ce que Fayaba accepter par exemple que Lansana Kouyaté soit même le coordinateur donc de cette coalition? Est-ce que François Lucien, qu'on appelle, qui vient de débarquer également aussi, va accepter? Est-ce qu'il va même rentrer dans l'alerte? On ne sait pas d'abord. Donc pour moi, ça ne consiste pas, on n'étend pas vraiment à cela ici. Mais ce qu'il faut retenir, que nous attendons, peut-être la constitution qui est encore au CNT, c'est la constitution qui viendra nous définir est-ce que ça va être le cas, est-ce que ça ne sera pas le cas. Mais en tout état de cause, ce que moi je voudrais en tout cas dire, est que ce n'est pas une option, parce que nulle part, moi je ne connais aucun état au monde, à moins qu'on soit qu'on appelle des états comme la Corée du Sud ou la Corée du Nord, où il faut unifier le parti politique, c'est-à-dire confondre l'état parti, ou bien en Chine, c'est des choses révolues. C'est des choses révolues parce que le modèle de démocratie qu'on vend et qu'on appelle en Afrique, c'est soit les États-Unis. Lui-même, c'est d'ailleurs, en l'écoutant, c'est ce qu'on comprend. Oui, il a une formation, il a une formation vers là-bas. Donc, c'est pour dire que là-bas, les gens ont tendance à faire comprendre aux gens qu'aux États-Unis, il n'existe que le parti des démocrates et le parti des républicains. Ça n'a aucunement l'air. Non, mais il existe autant de partis aux États-Unis qu'en République de Guinée. Mais ouais, ils sont formés en coalition, ils sont formés en bloc quand même. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une solution aujourd'hui? C'est pas une solution, c'est une fausse solution qu'on fait. La question que je veux poser, Diané, est-ce que ce n'est pas une solution pour abattre quand même l'ethnocentré? Parce qu'on sait que beaucoup de partis, surtout en République de Guinée, est conçu autour de l'ethnie. Kourouma, depuis 90, avec la démocratisation des États africains, surtout de l'espace francophone, eh bien, on s'est plongé dans ce qu'on appelle le multipartisme. Voilà. Donc, c'est un courant qui permet à chaque personne qui remplit les conditions pour créer un parti politique. Mais ça ne veut pas autant dire que le multipartisme c'est parti. Laisse-moi terminer. Le multipartisme en 3 blocs. Oui, laisse-moi continuer. En fait, si tu penses que se constituer en bloc serait une solution politique contre l'ethnocentrisme, l'ethnocentrisme en Guinée, c'est un délit. La loi, elle est claire là-dessus.
Non, la loi, elle est claire là-dessus. Mais seulement c'est quel que soit le statut de la personne qui on ne fait pas l'apologie quand même de l'ethnocentrisme, mais je le dis, le dessous, nous savons que les partis politiques quand même sont créés par la communauté. Ils sont entretenus. Déjà, tu le dis. Moi, j'avais le même penchant que toi. Jusqu'à ce que je suive le cours de sociologie politique qui m'a été donné par le Dr Abdelrahman. Quel cours de sociologie politique? Oui, quand tu suis bien la sociologie politique, après on condamne, lorsque Cellou Dalein Diallo a pour bastion la moyenne Guinée, lorsqu'Alpha Condé a pour bastion la haute Guinée, lorsque Jean-Marie Mfaya a pour bastion la forêt, et s'il y avait pas mauvais en soi. Là, je le dis encore aujourd'hui, c'est par ignorance on passe ainsi. Ce qui est important, c'est le verbe qui sort de notre bouche qui est important. D'accord. Ce que je veux dire aujourd'hui, on est en train de prôner la démocratie. Oui. La démocratie voudrait dire qu'il y ait multipartisme. On ne peut pas imposer à un citoyen une certaine idéologie. Les gens n'ont pas les mêmes projets de société, les gens n'ont pas les mêmes façons de penser. Vous allez dire à tel, voici les 3 courants. Soit tu es là, ou tu n'es nulle part. Et finalement, les gens seront dans une forme de réticence. Certains vont dire, moi je ne me retrouve dans aucun des 3. Finalement, il y aura des primaires quand même. À partir du moment où c'est une façon de retirer les droits politiques. C'est une façon de piétiner sur l'idéologie des gens. Je veux pas ça, je veux mon parti. Je crée mon parti. Si je suis pas élu, j'ai perdu. Où est le problème? Pourquoi on va m'imposer un modèle unique dans lequel je me retrouve pas, tout simplement? C'est une sorte de démocratie aussi. Non, c'est pas une démocratie. La démocratie voudrait dire qu'on laisse le libre choix à tout le monde de choisir son parti politique ou de créer son parti politique. Si on a 3 courants aujourd'hui, certains ne vont pas retrouver dans ces 3 courants. D'accord. Vous avez compris les mots forts de nos juristes chroniqueurs qui sont sur ce plateau par rapport à la situation politique, à la formation d'une nouvelle structure politique. Et ceci dit que nous allons revenir sur ce thème aussi.